Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Dia Radio, Baptiste Cherbero au micro pour vous accompagner. Nous sommes aujourd'hui à Bayonne, au cinéma La Talente. L'été se termine tranquillement, mais la saison culturelle bat son plein. Ici, une belle soirée se prépare. Nous accueillons ce soir la réalisatrice Lola Kivoron pour l'avant-première de son premier long métrage au Rodéo. Bonsoir Lola, bienvenue. Bonsoir. À mes côtés pour mener cette entrevue, Marie-Charlotte Technay, historienne du cinéma, enseignante et chercheuse. Bonsoir Marie-Charlotte. Bonsoir Baptiste. Lola Kivoron, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Nous vous recevons pour discuter de votre film Rodéo, en salle le 7 septembre prochain et présenté ce soir en avant-première au cinéma La Talente de Bayonne. Coup de cœur du jury de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022, Rodéo est votre premier long métrage, après 6 courts réalisés ces 10 dernières années, ainsi qu'un clip pour la DJ et productrice Chloé en 2019. Dans Rodéo, nous suivons le parcours de Julia, une accro à la moto, qui infiltre une bande de motards passionnés de cross-bitume. Alors pour commencer, Lola, pourriez-vous revenir, nous expliquer en tout cas ce qu'est le cross-bitume et nous raconter comment vous avez découvert cet univers clandestin presque exclusivement constitué d'hommes, univers d'ailleurs que vous aviez déjà filmé dans votre court-métrage de 2015 au loin Baltimore. Alors le cross-bitume, c'est une pratique qui a émergé aux États-Unis et qui a été importée en France dans les années 2000. C'est une pratique qui vient des États-Unis et qui surtout a été... qui est né dans les quartiers déshérités de Baltimore, de Philadelphie, surtout sur la côte Est, et qui a été importé à travers les clips de rap, et notamment, en fait maintenant j'en parle parce que j'ai découvert un documentaire sur DMX, et j'ai du coup revu les images des clips où en fait c'est un des premiers à s'emparer de ce milieu. On voit des quads, on voit des motocross. Et donc c'est à travers la musique rap qu'en France, il y a eu cet engouement. Et c'est une pratique qui n'a cessé de se déployer, se développer, surtout dans les quartiers populaires. Et qui aujourd'hui est un vrai phénomène de subculture, qui a ses propres codes, qui est traversé par une immense passion, on pourra y revenir je pense, et qui mobilise énormément de jeunes qui se structurent en groupe, en communauté. Et c'est à travers un article qui est un article sur Vice que j'ai découvert une des grandes communautés de cross-bitume en France, qui s'appelle les Dirty Riders Crew. Et il y avait des photos, des très belles photos, et puis un texte qui racontait qu'est-ce qu'ils faisaient sur cette ligne bitumée, perdue au milieu des champs, très loin des villes. C'était dans le 77. Et voilà, et c'était vraiment un article qui racontait c'est quoi le cross-bitume, que font ces jeunes, et en fait ces motocross, ces quads, moi je les avais déjà vus comme un motif assez récurrent quand j'habitais un quartier d'Épinay-sur-Seine. Et ces moteurs, et en fait à travers cet article je réentendais les moteurs de temps, surtout les 85, les 125. Et je me suis dit, j'étais à la Fémis en 3e année, et c'est une école, c'est une très belle école où on apprend plein de choses, mais pour moi, j'avais la sensation d'être enfermée dans l'école, donc c'était aussi une manière de trouver une autre famille, et donc j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces jeunes. Et c'était en 2015, je suis allée sur cette fameuse route dans le 77, et je les ai plus jamais quittés. Ça, c'est devenu vraiment une famille pour moi. Et aujourd'hui, j'ai des grands amis du cross-bitume français qui m'ont permis vraiment de rentrer dans ce milieu et d'y faire aussi plusieurs projets de fiction, un court-métrage. Il y a aussi ce clip que j'ai fait pour l'artiste électro Chloé Thévenin. Mais il y a aussi un moyen-métrage que j'ai pas vraiment montré encore, qui évoque la passion du cross-bitume aussi. Donc c'est très chargé tout ça, mais ça correspond aussi à un désir d'évasion. J'avais vraiment envie de comprendre aussi ce que c'était que
que ce plaisir de la ride, de la passion, du bitume chaud, de l'essence. Et j'ai fait beaucoup de photos aussi, ce qui m'a permis de construire un point de vue et des liens très très forts, des amitiés. Et aujourd'hui, j'ai des alliés très forts dans le milieu aussi. Merci beaucoup. Vous pratiquez vous-même ? Non, malheureusement, je pense que j'ai raté le coche, entre guillemets. Je pense que c'est une pratique qui s'inscrit dans une forme de mouvement de jeunesse. Après, je me sens encore jeune, hein, c'est pas la question, mais c'est quand même un rapport à l'instant. Et puis surtout, c'est tellement technique ce qu'ils font. On pense que c'est juste faire une roue et tous les gens retiennent uniquement cette figure. Mais en fait, c'est une pratique avec énormément de tricks, d'acrobatie. Très complexe, qui s'invente, se réinvente à travers les vidéos que les jeunes se partagent sur les réseaux. Et il y a une richesse en fait en termes de code, une forme d'esthétique très 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 puissante. Et tout ça pour dire qu'il faut beaucoup d'entraînement. Que c'est très dangereux, c'est aussi une pratique qui est illégale. Et moi, c'est juste que j'ai appris à faire de la moto et du quad, c'est tout. Je ne fais pas des tricks. C'est déjà pas mal. Mais du coup, vous avez évoqué rapidement les origines américaines en fait, du cross-bitume. Et ça me fait penser immédiatement au titre de votre film et surtout à son orthographe, puisque si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'accent aigu sur le E. C'est exact. Ce qui nous renvoie tout de suite en fait, à l'acceptation anglaise du mot. Américaine même. Oui, en tout cas américaine, de la langue anglaise en général. Donc, est-ce que c'était pour rendre hommage, renvoyer directement à ses origines d'une part ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons en fait, qui ont alimenté ce choix ? C'est l'horizon du rêve, j'ai envie de dire du rêve américain, et après j'ai envie de parler de western, mais en fait c'est leur horizon, c'est l'horizon américain. J'ai fait un premier projet avec eux, qui est un court-métrage, c'est mon court-métrage de fin d'études que j'ai fait à la FEMIS, qui s'appelle Au loin Baltimore. C'est aussi cet horizon que j'interroge, que je présente d'emblée, parce que c'est l'horizon des racines. Et en France, le cross-bitume est un milieu qui est très fort, très, très inscrit. Et tous les jeunes rêvent d'un jour traverser l'Atlantique pour aller rider avec les plus grands riders qui sont parfois très 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 reconnus aux États-Unis, un peu comme certains rappeurs, et qui bénéficient d'une reconnaissance même beaucoup plus forte qu'en France. Et donc, et puis pour moi, rodéo aussi, enfin là je le prononce à la française, mais rodéo c'est vraiment une référence aussi à l'image de la pratique traditionnelle qui consiste à rester plus de 8 secondes sur un taureau ou un cheval complètement enragé, endiablé, résister au mouvement, tenir en équilibre. Et il y a vraiment l'idée de... C'est une pratique qui nécessite de la force et voilà. En fait, pour moi, elle évoque vraiment la traversée de Julia dans le groupe, qui est le personnage principal du film, qui essaye de tenir coûte que coûte sa place, et donc les rênes, et donc qui essaye de ne jamais tomber. Donc c'est vraiment, il y a ce lien aussi, ce lien qui évoque cette imagerie populaire américaine. C'est très intéressant, ça me fait penser à tout plein de choses et ça me donne envie de vous poser encore tout plein de questions. Mais avant de faire une petite pause musicale, rapidement, je voudrais rebondir sur quelques mots que vous avez prononcés. Le mot de western d'abord, de rêve américain, d'horizon à travers l'utilisation de ce mot rodéo dans son acceptation anglaise. Et donc de ses origines. Vous avez fait le choix d'utiliser le format d'image cinémascope. Donc obligatoirement, vous me parlez western. Donc est-ce que dans la ligne d'horizon, le rêve américain dont vous parlez, il y aurait peut-être aussi votre propre culture cinématographique qui ferait le lien avec une culture cinématographique américaine ou une culture visuelle peut-être américaine d'une part. Et vous avez aussi évoqué le personnage, on va y revenir évidemment, de Julia, qui essaie de tracer sa ligne de conduite à travers ce groupe d'hommes et de tenir coûte que coûte comme un homme ou une femme sur un animal en fait, dans la pratique traditionnelle du rodéo. Et c'est vrai qu'il y a aussi chez ce personnage justement quelque chose, on en reparlera, de très fort, presque d'animal, d'incarné. Et donc voilà, est-ce que ce rêve américain en fait, il caresse aussi vos projets en tant que réalisatrice ?
Le cinéma américain a été très fort, très installé depuis très très longtemps. Et moi, avec ce film, à travers ce film, j'avais envie, en poussant les curseurs de la fiction à fond, en poussant les codes du cinéma à fond, en travaillant une image avec une forme de plasticité, en travaillant des couleurs assez vives, chatoyantes, en utilisant ce format qu'est le cinémascope, en se servant de ces objectifs anamorphiques, j'avais envie de rendre hommage à la flamboyance du cinéma de l'âge d'or en fait hollywoodien où beaucoup de gens se déplaçaient dans les salles. C'était un univers spectaculaire qui rassemblait énormément de monde et c'est vrai que ça m'intéressait assez peu, en tout cas pour ce film-là, d'être trop collé au réel et d'être dans une forme de naturalisme un peu lisse et plat. Moi j'avais envie de relief, de plasticité. Et alors on laisse passer la moto et on l'écoute. Le public arrive. Les On spectateurs ne arrivent. pas au mixage celle-ci. Non, On on la gardera. Et je Bien pense sûr que que ce non. soir il va y avoir des riders et des motards. De tout le Pays Basque. Ce que je disais... Non, la plasticité du film. La plasticité et même dans l'émotion, j'avais envie aussi d'action, de films d'action, de thriller aussi. Il y a une fibre fantastique dans le film et on traverse tous ces genres. J'aime bien dire que le film est transgenre parce qu'on est à la traversée des genres. Et en même temps, il y a aussi la question, d'ailleurs qui n'est pas le sujet du film, mais qui est complètement inscrit dans le film et dans la fiction, qui est l'idée de traverser des genres masculins, féminins. Et d'osciller dans ce spectre-là, de ces deux paradigmes binaires. Et voilà, pour moi, j'avais vraiment envie d'installer la fiction à fond, de jamais... c'est-à-dire que le réel plat m'intéresse assez peu. J'avais envie de le poétiser, de le travestir. Et en utilisant les codes qu'on connaît du cinéma, le langage aussi, il y a beaucoup de gros plans dans le film, beaucoup de gros plans en mouvement où à travers le format du cinémascope, je filme les visages un peu comme des paysages. Parce que normalement le cinémascope, d'ailleurs dans les westerns, souvent on raconte qu'il est utilisé pour filmer les processions funéraires, souvent dans les westerns, ou les chevauchées fantastiques en fait. Donc, et pour moi, c'était évident que c'était le dispositif de rodéo. Je vous propose une petite pause musicale avec le premier morceau du film qui s'appelle Corpo Sujeito de Daniel Axman featuring Sibel. Você vê corpo apenas, que nem na TV. Que é isso que você vê? É corpo apenas, em frente a você. Você, essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça. E no orgulho de ser uma coisa qualquer, na força de não ser homem e também de não ser mulher. Essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça. Coisa qualquer, na força de não ser homem e também de não ser mulher. O corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além de pele e de trejeito, de pico ou racha que tem. Sujeito
Essa moça foi moça, hoje vive na raça. E no orgulho de ser uma coisa qualquer. Na força de não ser homem e também de não ser mulher. Um corpo é um corpo, alguém é alguém. Ninguém tem direito de regra ninguém. Um corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além. De pele e de trejeito, de pico ou racha que tem. Um corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além. De pele e de trejeito, de pico ou racha que tem. Vous écoutez Dia Radio et pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours à Bayonne, au cinéma La Talente et nous recevons la réalisatrice Lola Kivoron. Lola, je voudrais maintenant parler donc du personnage principal de Rodéo, Julia. En effet, j'ai été vivement frappée par sa puissance ambivalente, la puissance ambivalente du personnage, dans le sens où Julia incarne une force rebelle très concrète dans le sens où on la voit résister et combattre physiquement ceux qui tentent de la capturer par leurs gestes, par leurs regards. On la voit continuellement échapper à ceux qui veulent la contrôler. Même au contraire, on la voit s'imposer à celui, un personnage qui feint ignorer son existence. Donc un personnage fort, intense, très présente à l'écran, charnelle en fait, hein, dans le sens positif je dirais du terme en ce qui me concerne. Et en même temps, Julia se dérobe continuellement à nous. C'est une femme qui fuit, qui trace, qui change sans cesse d'apparence par ses vêtements, de look, et qui ira même jusqu'à sortir de son corps. Donc la question que je voudrais poser, c'est comment vous avez écrit ce personnage, à la fois feu et air. Je trouve que ces deux éléments finalement sont très présents chez elle. Et comment vous avez choisi son interprète, Julie Ledru? C'est intéressant ce que tu dis, feu et air. Moi, je suis élément air, et Antonia Burezi, qui est ma compagne dans la vie et avec qui joue dans le film le rôle d'Ophélie et qui a partagé le quotidien de l'écriture pendant ces années, et elle est feu. Donc c'est assez intéressant. Et effectivement, l'air ne va pas sans le... Enfin, le feu se nourrit de l'air, il est amplifié par l'air. Bref. C'est un personnage qui a été fabriqué avec beaucoup de choses. Et souvent, dans les mouvements d'écriture, on peut pas... c'est jamais unilatéral. C'est un mélange de beaucoup d'éléments. Et dans ces éléments, il y a évidemment l'exploration documentaire pendant ces 7 années où je croise assez peu de jeunes femmes. J'en croise une qui s'appelle Baya et qui d'ailleurs m'inspire un court-métrage. Mais ce qui m'a assez intéressée, c'est qu'elle est apparue très vite dans la communauté là, des Dirty Riders Crew et qu'elle a disparu aussitôt. Et d'ailleurs, j'avais proposé ce rôle dans ce court-métrage et elle a disparu quasiment quelques jours avant de tourner. Et j'aimais beaucoup cette jeune fille, cette très jeune fille, parce qu'elle avait une forme de fougue, un entêtement absolu à être dans l'espace des garçons, des jeunes riders, à rider sur la même route. Et je la voyais rider avec cette toute petite moto qu'on appelle des Pee-wee. Et elle était à la fois ridicule, touchante, tout le monde se moquait, tout le monde la regardait très fort parce que c'était un peu la tâche au milieu du tableau. Et en même temps, moi j'aimais bien cette espèce de tête, elle se la jouait très dure, elle avait une forme de carapace en titane. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire que le personnage de mon projet serait une héroïne et pas un héros. Et ensuite, cette héroïne, je l'ai nourrie de plusieurs choses. Je pense l'expérience du fait d'avoir un corps de femme, de ne pas forcément s'identifier aux normes du féminin. Donc ça, c'est mon expérience intime d'être humain dans la société, une société qui est quand même assez dure, de plus en plus conservatrice, où il faut toujours en faire beaucoup pour préserver nos droits en fait, ou en faire encore plus pour se battre pour de nouveaux droits.
Et voilà, la question du regard a toujours été au centre de mes recherches dans l'écriture, à travers notamment des lectures très très fortes, notamment un livre qui m'a littéralement sauvé la vie sur ces questionnements de non-binarité. C'est Un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des lectures politiques, antiracistes, décoloniales. Je pense aussi à des podcasts de penseurs comme Geoffroy de la Gannerie. Tout ça pour dire que ce personnage s'est rempli d'une forme de théorie. Et j'avais les contours de ce personnage qui était quand même assez dessiné, très précis, mais j'avais envie de me confronter au réel, parce que c'est ça qui m'inspire, c'est pour ça que je fais du cinéma, c'est pour créer du lien, rencontrer des gens et travailler avec l'idée du commun et du collectif. Et disons que c'est en cherchant un peu sur Instagram, je tombe sur ce compte qui s'appelle Inconnu du 95. Je vois, c'est une meuf qui fait du cross-bitume. Elle habite dans le 95. Moi, je connais assez bien le 95 parce que j'habite à Épinay-sur-Seine, c'est collé à Deuil-la-Barre. Et donc du 95. Et en fait, on se retrouve autour d'un banc, sur un banc à Beaumont-sur-Oise, Persan-Beaumont. Et en fait, là, je comprends qu'elle remplit en fait le personnage que j'avais dessiné, dont les contours étaient tracés, mais qui manquait d'incarnation. Et la rencontre était tellement miraculeuse qu'il a fallu 1 an pour me dire que c'était elle, quoi. C'était une rencontre trop forte, trop intense. Et il a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait. Et ensuite, on ne s'est plus jamais lâché. Elle a beaucoup nourri le scénario. Et puis, évidemment, tout de suite, je lui ai dit, moi, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, ce rôle. J'ai envie qu'on partage cette histoire-là. Elle comprenait tellement bien l'inscription de cette héroïne dans ce monde. Ce qui me touchait chez elle aussi, ce qui est très important, c'est son immense solitude. Je crois que c'est ça qui me touchait le plus, qui m'a vraiment émue quand j'ai rencontré Julie Ledru, qui joue le personnage de Julia, et qui donc se faisait passer pour Inconnu du 95. Et ça m'a émue, et c'est aussi sa grande colère. Et comme le dit si bien Didier Ribon dans Retour à Reims, on est en colère pour éviter de souffrir. Donc il y a vraiment cette dimension-là de violence intérieure qui m'intéressait beaucoup, qu'elle avait, et qu'il a fallu sortir énormément, comme si on exhume des cadavres en fait pendant le tournage. Ça a été vraiment parfois très intense, très compliqué pour elle de faire ressurgir cette violence-là qu'elle voulait absolument taire et mettre sous silence dans une boîte éloignée. C'est compliqué, la violence. Même quand on travaille des scènes de violence, c'est compliqué de les aborder, ces scènes-là, parce que c'est des réveils, c'est des traumatismes, et on est dans les stigmates. Mais c'est des réflexions qui sont hyper importantes, parce que très concrètes. Ça parle de notre monde, et ça parle des rapports de domination aussi. Mais je me demandais justement comment vous aviez travaillé avec les autres acteurs non professionnels, majoritairement la bande d'hommes en fait, qui habitent le film. Au moment du tournage, avant le tournage, comment vous avez fait aussi pour qu'ils puissent entrer dans la peau comme ça de leur personnage ? Il y a eu cette... déjà, moi, je tenais à ce que tous les acteurs du film partagent la passion du cross-bitume, la connaissent, soient engagés dans ces codes et cette technicité-là. Et encore plus, j'avais envie... c'était hyper important qu'ils sachent lever la bécane, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent le coup de gaz, coup de frein. Donc avec Julia Lyon, la directrice de casting, on a fait un casting assez important, et qui a duré important parce que très intense, mais ça a duré 1 mois et demi. Elle a vu énormément de monde. Moi, je me suis retrouvée à être là quand elle voyait à peu près, il restait plus que 5 groupes, parce qu'en fait, elle travaille justement dans une recherche collective. C'est pas une directrice de casting qui va convoquer des jeunes dans des rendez-vous unilatéraux, c'est-à-dire face caméra. Justement, elle crée des groupes de parole où tout le monde s'entraîne et s'entraide à cette expression qui devient l'expression l'expression du jeu, d'interprétation. Et ça a été une étape très importante, parce que c'est comme une école de théâtre en fait, raccourcie sur 1 mois et demi. Et à la fin, il ne restait plus que le groupe des Bimors.
pour travailler les rôles et surtout, en fait, ils n'ont jamais lu, à part Antonia Burezi évidemment et Julie Ledru, aucun des acteurs du groupe des Bimors, c'est-à-dire le groupe des Riders qui est dans le film, aucun n'avait lu le scénario. Et donc, en amont du tournage, pendant les essayages de costumes ou pendant les sessions de répétition, d'improvisation, des séquences, je leur racontais le film de long en large, en travers. Parfois, je mettais 3 heures à raconter le début. Parfois, j'insistais sur un seul personnage. Et donc, c'est assez beau cette méthode parce que du coup, ça vient déposer une forme de récit qui s'imprègne petit à petit chez eux. C'est inconscient et puis ça devient de la mythologie. Et tout le monde s'empare de ce récit qui est un récit collectif, comme les mythes. Et chacun, après, a la liberté de rencontrer son propre personnage à l'intérieur de ce récit. Les personnages étaient très, très, très écrits. Mais ce que j'aime bien raconter, c'est que on n'est pas dans un documentaire ou dans un reportage. Les acteurs, les acteurs, parfois, ont dû travailler énormément pour aller à la rencontre de leurs personnages qui étaient très loin d'eux. Et c'est la force, c'est pour ça que je dis que c'est des non-professionnels, mais ils sont devenus professionnels, ils vont certainement continuer à faire du cinéma, parce qu'ils comprennent le jeu de composition, l'incarnation, c'est quoi, etc. Et voilà, sur le tournage, on tournait à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on devait se cacher, l'équipe technique devait se cacher et faire vraiment, on devait s'abstraire du décor à chaque fois, c'était leur espace. Pour moi, la mise en scène, très vite, je me suis dit que que j'avais envie de mettre les acteurs au centre de la mise en scène, en termes de l'énergie, des corps, du contact, et c'est un travail collectif, et c'est un travail magique. Et j'aime pas parler de direction d'acteurs. Je préfère parler de guide, et parce que c'est des questions de gestion d'énergie. Quand on réalise un film, on gère les énergies de beaucoup de personnes et aussi ses propres énergies. Et c'est comme on gère des flux énergétiques, un peu comme les écluses. Enfin, il y a vraiment cette idée de dynamique, de flux, quoi. Et on a vraiment travaillé ça à fond avec les acteurs qui comprenaient complètement cette recherche. Et du coup, ça transmet quelque chose de physique au spectateur, je crois. L'adrénaline, l'émotion physique de c'est quoi la tension physique de c'est quoi cette femme au milieu des hommes. Et c'est quoi rouler, être enivré de cette vitesse, rouler et être sur le fil du rasoir entre la mort, la vie, voilà. Alors moi j'ai regardé le film et j'ai surtout tendu l'oreille parce que tous les membres de la radio Dia sont des férus de son, de musique, et je trouve qu'on sent que le travail en montage son et en mixage a été important dans votre film. Je pense évidemment à l'omniprésence du bruit des moteurs, mais je pense aussi à une séquence de rêve où le ventilateur se confond avec des pales d'hélicoptère. Qu'est-ce que le son vous a permis de développer dans le film, en fait ? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que ça vous a permis de donner une dimension supplémentaire au sens que vous vouliez donner ? C'est un film d'immersion et effectivement la partition sonore est très importante parce que, et d'ailleurs c'est un film à découvrir au cinéma pour ces raisons-là, c'est parce qu'elle nous enivre d'une vibration physique. Et c'est d'ailleurs l'émotion physique dont je parlais tout à l'heure, ça vient surtout du son en fait. Et à travers ces 7 années d'exploration, bientôt 8, de ce milieu du cross-bitume, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs types de sons. Il y a les moteurs 2 temps, qui sont les différents moteurs. Des sons très agressifs, très, très pétants, très dans les hautes fréquences. Et d'ailleurs, on peut faire des symphonies avec ces sons. C'est un des tricks phares de la bike life. Mais c'est un peu le cas dans le film, non ? À un moment, il y a une petite... oui, il y a une petite symphonie. Petite symphonie, un petit morceau musical créé par mais il y a surtout des moteurs captants dans le groupe, qui sont des moteurs qui sont un peu plus enveloppants, un peu plus gras. De coffre, Un peu plus de coffre. Et donc, moi, ça me permet d'associer... ces deux éléments sonores sont très différents et ça crée une harmonie que j'ai essayé de suivre un peu dans toutes les séquences de moto. Et ensuite, le son, c'est-à-dire le son, c'est aussi la musique. Et j'ai travaillé avec Kelman Duran, qui est un artiste électro qui a commencé à faire de la musique très jeune. Grâce à une bourse, il a pu étudier dans une école de musique à New York. Il est américain ou... Il est américain. D'accord.
Il est d'origine dominicaine, mais voilà, il est américain. Ensuite, il est passé par CalArts à Los Angeles. Ok. Et on a travaillé à distance parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour faire partager sa musique, qui passe énormément son temps, notamment en Europe. D'accord. Et très vite, il m'a envoyé des morceaux. En fait, très vite, je savais que je voulais bosser avec lui parce que c'est quelqu'un qui vient on dit, souvent les critiques musicaux disent qu'il fait du post-reggaeton, c'est-à-dire qu'il prend la base reggaeton et il la triture, il la tord, il déconstruit, il reconstruit. Part de là, il démarre de là. D'accord. Et moi, je trouve qu'il y a une utilisation de la musique, mais avec parcimonie, quoi. Déjà, moi qui tendais l'oreille pour ça, j'attendais le premier morceau, même avant le début du film, c'est du silence, et on part directement sur la scène. Et je voulais savoir comment vous aviez choisi et décidé de mettre ça et là, quelques morceaux. Est-ce que ça a été lié à des séquences, des scènes importantes du film ? Pour moi, la musique, elle est liée vraiment au personnage. D'ailleurs, tout part du personnage, en réalité. Tous les fils sont tirés parce que ce personnage existe et tous les fils sont tirés à partir de son cœur, en fait, à sa vibration, son énergie à elle. Et en fait, la musique, elle vient porter son émotion, son plaisir de la ride. On commence effectivement, le premier morceau du film, c'est sur sa moto. Oui. Elle accompagne l'élan de liberté qui la traverse à ce moment-là. Et ensuite, pour moi, la musique, c'est de la ponctuation qui vient en contrepoint de ces moteurs dont je parle, qui peuvent résonner de manière assez agressive pour des gens qui sont pas habitués. Parce qu'ils sont assez forts dans le film, je les voulais très forts. Il y a beaucoup de dynamique en fait dans le film. Il y a des moments où il faut écouter le son des motos très fort. C'est comme quand, je sais pas moi, on est en plein milieu d'un centre-ville et qu'il y a une grosse moto qui passe. Ouais, et le moteur est forcément très fort. C'est réaliste. Ouais. C'est réaliste et donc après, ce qui est assez beau dans le film, c'est qu'on passe par des endroits où on repose notre oreille et puis ça devient... C'est comme, voilà, on met en scène la violence, on peut pas mettre en scène la violence sans la tendresse, l'amour, l'affect, la bienveillance. Et pour les sons, c'est pareil, c'est des histoires de dynamique qui sont très très importantes. C'est le yin et le yang. On peut pas. Donc c'est pas qu'un film bruyant, c'est un film avec une partition effectivement assez précise. C'est très sensuel aussi de ce point de vue-là. Oui, même sur la sensualité du son, justement, quelque chose qui m'a marqué, c'est le feu. On en parlait tout à l'heure par rapport au personnage, mais moi j'ai aussi le souvenir quand même crépitement, je ne sais pas si c'est le bon mot pour le coup, mais d'entendre le feu aussi, de le sentir et de le voir par le biais du personnage, de le voir à l'image régulièrement, puisque c'est un motif quand même récurrent, sans dévoiler un des fils narratifs du film et de l'action. Mais j'ai beaucoup entendu le feu, et moi c'est ce que je garde le plus dans mon oreille du film, par-delà les moteurs bien sûr, c'est surtout le feu. J'ai trouvé ça très beau. Et donc d'un point de vue narratif, je sais et je comprends pourquoi. Mais après, je me demande, quand on vous écoute expliquer comme ça comment vous avez travaillé au niveau du son, qu'il s'agit en effet d'une véritable partition sonore et musicale et de points de ponctuation, pourquoi avoir choisi de nous faire entendre le feu ? C'est l'élément phare effectivement du film. J'avais d'ailleurs, avant ce film-là, j'ai donc fait ce moyen-métrage qui évoque de manière assez poétique le cross-bitume aussi. C'est vraiment mon obsession, pardon, mais et il s'appelle Ça brûle, ce film. Et c'est vrai que là, il y a comme un déploiement du motif du feu sous toutes ses formes. D'ailleurs, je vous conseille de lire La psychanalyse du feu de Gaston Bachelard. Pour moi, le feu, c'est le foyer, c'est la source d'une forme de bonheur absolu. On se sent bien dans le feu, on aime le regarder et en même temps, quand on s'en approche trop, on se brûle. Et j'aime ce mouvement, j'aime encore une fois cette dynamique, j'aime l'idée qu'il y a une forme d'aspiration. Le feu hypnotise et c'est comme la violence en fait aussi. Ou la colère plutôt, pas la violence, la colère. La colère en fait, il y a une forme la colère en fait, elle peut nous, à force, elle peut nous consumer de l'intérieur, une forme de combustion en fait. Et le feu, c'est effectivement un élément qui
qui détruit et en même temps qui fait renaître certaines choses. À l'image un peu du personnage, une fois encore, de Julia, quelque part, qui n'a de cesse, j'ai l'impression, de disparaître pour renaître continuellement. Exactement comme un phénix, et surtout c'est une comète, elle traverse le ciel, elle ne s'arrête pas, elle apparaît, disparaît. Il y a vraiment cette idée-là, une étoile filante. Ouais, moi en cherchant un petit peu aussi, j'ai découvert le clip que tu as fait donc pour Chloé Thévenin, c'est ça? Et les deux univers sont très liés, et je voulais savoir dans la chronologie, ça s'est passé quand? Parce que tu écrivais déjà le film, en même temps tu as réalisé ce clip, donc je voulais savoir comment ça s'était goupillé entre guillemets. Alors c'est un clip, effectivement. Alors j'étais déjà en train d'écrire et c'est un clip que j'ai fait, je crois, en 2017, qui est sorti en 2018. 2019. À 2019. Dans mes notes, ouais. Moi, j'ai C'est ce qu'on a trouvé. C'est Ouais. ce qu'on a trouvé. En tout cas, il est sorti en 2019, mais vous avez dû, y travailler. Alors c'est en 2018 que j'ai. Ouais. Non, mais c'est ça. En fait, les clips, c'est assez génial parce qu'on a une forme de liberté créative. Où on peut inventer des dispositifs artistiques, techniques très très forts, très acérés, quoi. Et pour ce clip, j'avais envie d'expérimenter des choses. Et j'avais déjà, en fait, je suis obsédée par ce milieu depuis un certain nombre d'années. Et j'avais envie d'expérimenter presque des motifs de mon film. Et dans ces motifs-là, il y avait l'idée du cortège funéraire. Oui. Et qui est et en fait dans ce clip là je fais aussi jouer les riders des Dirty Riders Crew, qui jouent aussi dans Loin Baltimore, mon court-métrage. Donc voilà, c'est aussi une manière de rendre hommage à la famille que je me suis trouvée en 2016, quoi. D'accord. Bon, malheureusement l'émission touche à sa fin. On va ensuite passer à la séance qui se déroule à 20h45, je crois. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets à venir? Alors, tout s'enchaîne très vite, parce que en fait, on commençait à tourner fin septembre. Donc c'est il y a quasiment un an. Donc tout s'est enchaîné très vite. Je m'apprête tout juste à me mettre la tête dans le nouveau projet, qui sera un film noir, un sombre comme notre vieille époque. Trop bien. D'accord. Merci beaucoup, Lola. Écoute, merci on te à souhaite vous. une bonne suite de promos. J'imagine qu'avant ce projet-là, il y a la promo à terminer. On remercie La Talente d'organiser ces si belles projections et rencontres. À très bientôt sur Dia, et on se quitte donc avec le morceau de Chloé, Androgyne.